Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous connecter sur sur le nouveau webinaire de la FPPN, section neuropsychopharmacologie, qui portera aujourd'hui sur les nouvelles recommandations pour la prise en charge, en soins des symptômes psychologiques et comportementaux des maladies neurocognitives. Alors, je dois excuser le docteur Hervé Javelot qui a été retenu, qui ne pourra pas être avec nous à midi. On va avoir trois présentations. Une première présentation qui porte sur les traitements de l'agitation et de l'agressivité dans les maladies neurocognitives, qui sera réalisée par le docteur Jean Roche, qui est psychiatre et gériatre au CHU de Lille. Ensuite, une deuxième présentation sur les traitements des symptômes psychocomportementaux dans la maladie à corps de Lévy par le professeur Frédéric Blanc, qui est professeur de psychiatrie à Strasbourg. Et on terminera ce webinaire par la prise en charge des troubles du sommeil chez les patients atteints de maladies neurocognitives par le docteur Pascal Sedlitz, qui est gériatre au CHU de Toulouse. N'hésitez pas à devenir membre de la FBPN sur le site de la FBPN. Et par rapport à ce webinaire, il y a un onglet questions et posez les questions au fur et à mesure sur cet onglet-là et on prendra un temps de questions-réponses à la fin des trois présentations. Je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous. Le micro est coupé, Jean, le micro est coupé. Non, on ne t'entend pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes du direct, on va résoudre ça. Est-ce que vous m'entendez là? C'est parfait. Alors, il y a un petit problème technique. Désolé. Je vais vous parler de la prise en charge de l'agitation et de l'agressivité dans le cadre des maladies neurocognitives. Ce travail part des résultats, en fait, des nouvelles recommandations pour la prise en soin des symptômes psychologiques et comportementaux dans les maladies neurocognitives que j'avais eu la chance de coordonner avec Maria Soto. Là, je vous ai mis le support et les différents éléments traités. Donc, il y a à la fois en fait des groupes de travail, une vingtaine de groupes de travail qui sont centrés soit sur la molécule, soit sur le symptôme. Donc là, on va parler du symptôme agitation-agressivité, mais il y a aussi hallucination, anxiété, apathie, voilà, troubles du comportement sexuel ou alimentaire. Il y a pas mal d'éléments. Et puis, il y a d'autres éléments qui ont été traités dans ces recours, et je vous laisserai les voir, ceux que ça intéresse, sur des pathologies spécifiques, comme la DLFT, le patient jeune, ou des éléments plus récents concernant le mild behavior impairment, donc c'est des troubles du comportement légers qui peuvent être une forme d'entrée dans les troubles neurocognitifs. Alors, le premier axe, c'est pourquoi en fait une maladie neurologique entraîne des troubles de comportement. Il y a un élément classique, c'est que le cerveau n'est pas juste là pour mémoriser les informations, mais il sert également comme interface avec le monde. Toutes les informations qui viennent de l'extérieur passent par les cinq sens et sont analysées au niveau du cerveau. Donc, s'il y a une maladie qui touche le fonctionnement du cerveau, cette interface va dysfonctionner et peut entraîner effectivement des problèmes de mémoire, des problèmes de langage, mais aussi des problèmes de comportement, qui vont être induits par ces dysfonctionnements. Autre élément, c'est que la maladie cognitive n'est pas obligée d'être la seule intriquée dans les troubles comportementaux. Il peut également y avoir les éléments psychiatriques. On peut avoir quelqu'un qui a des troubles neurocognitifs et qui a une histoire psychiatrique, d'anxiété, de dépression, donc il va interagir. On peut avoir l'environnement qui va jouer, notamment quand les maladies cognitives sont plus évoluées. Les soins comme la toilette, comme l'alimentation, la prise des traitements peuvent être source de conduite d'opposition, d'incompréhension de ce qui se passe pour la personne touchée par la maladie cognitive. Il y a également toutes les pathologies somatiques ou iatrogènes qui vont interférer et qui sont source de risques de confusion, qui sont plus fréquentes dans le cadre des maladies neurocognitives.
Et bien sûr, il y a des éléments en lien avec la personnalité antérieure. Si la personnalité était plutôt anxieuse, plutôt méfiante, ben, vous n'aurez pas le même tableau clinique. Et puis, il y a des éléments qui vont être liés aux dysfonctionnements cognitifs eux-mêmes. Si vous avez un trouble du langage, ben, il y a une anxiété qui va se créer du fait de ce trouble du langage, ou il y a des choses qui vont être plus intrinsèques aux maladies neurocognitifs, comme on parlera le professeur Blanc tout à l'heure, comme par exemple les hallucinations liées à Cordy-Huy, qui sont franchement intrinsèques à la maladie. Il n'y a pas besoin d'avoir tous les autres éléments que je viens de citer pour qu'elles apparaissent. Donc ça, c'est un préalable qui est important. Autre élément, même si on va parler médicaments, c'est aussi que le psychotrope n'est pas automatique à utiliser dans le cadre d'un trouble du comportement, que ce soit l'agitation, l'agressivité ou d'autres. Il y a une importance de la prise en charge non médicamenteuse qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais qui est traitée dans les recos. Et on voit, si on adapte l'environnement, si on adapte la communication, si on adapte un certain nombre de choses aux stimulations adaptées, on va avoir une atténuation de certains troubles ou pas. Et le psychotrope est un peu en deuxième ligne. Voilà, donc la première chose, c'est déjà ne pas nuire avant d'essayer de soigner. Alors, sur les critères diagnostiques, il y a pas mal de critères concernant l'agitation, l'agressivité. Donc, celui qui est retenu principalement, c'est celui de la publication de Cumming, dans le cadre des troubles neurocognitifs, qui avait été publié en 2015. Donc, il faut que la personne ait des troubles neurocognitifs, mineurs ou majeurs, et qu'il y ait au moins une agitation qui survienne sur les 2 dernières semaines, agitation motrice excessive, on décrira un petit peu ce que c'est après, agressivité verbale, ou agitation verbale, ou agressivité physique. Il faut qu'il y ait un retentissement pour le patient. Il ne faut pas que ça soit explicable par une autre pathologie que le trouble neurocognitif pour que ça soit vraiment lié au trouble neurocognitif. Alors, les comportements moteurs aberrants, ça va être dissocié en plusieurs éléments. C'est bouger sans arrêt, se balancer, faire des gestes, manipuler des objets, des choses comme ça. Ça peut être également autre chose, l'agitation anxieuse. Donc là, ça va plus se traduire par une déambulation, des comportements d'adhésion, des choses comme ça. Et puis le troisième comportement qu'on peut pouvoir avoir, c'est les vocalisations aberrantes qu'on traitera à la fin. Ces comportements moteurs aberrants peuvent apparaître principalement sur 3 étiologies, en lien avec les problèmes d'orientation temporelle et spatiale, en lien aussi avec les problèmes d'amnésie qui peuvent favoriser ça. Par exemple, la personne veut chercher un objet dans la cuisine, elle oublie entre-temps ce qu'elle allait chercher, elle continue à en déambuler parce qu'une autre idée qui est arrivée dans sa tête à ce moment-là, comme aller retrouver sa femme ou allumer la télé. Donc, on voit bien le lien entre les oublis au fur et à mesure et la déambulation, les agitations qui peuvent en découler. Donc, l'autre chose, ça peut être un comportement moteur aberrant en lien avec l'anxiété. Donc, ça, on en parlera au niveau de l'agitation anxieuse. Ça peut être un effet iatrogène en lien avec l'acathisie, par exemple, sous les neuroleptiques ou antipsychotiques, on peut avoir ça. Voilà. Au niveau de la prise en charge, les traitements médicamenteux dans les comportements moteurs aberrants ne seront indiqués que s'ils ne sont pas secondaires à un autre trouble de comportement, c'est-à-dire par exemple une anxiété, une dépression, un trouble délirant, une chose comme ça. S'ils sont isolés, le niveau de preuve sur l'efficacité des traitements psychotropes est assez faible et on privilégie en premier les traitements non médicamenteux dont je parlais tout à l'heure. L'agitation anxieuse, c'est des symptômes affectifs qui vont être au premier plan, donc l'anxiété, principalement un trouble anxieux généralisé, ou des symptômes dépressifs en fonction des situations et de l'histoire de la personne, notamment sur le plan psychiatrique. Dans le cas d'agitation anxieuse, sur le plan médicamenteux, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du non médicamenteux en parallèle, on a un niveau de preuve qui est correct au niveau des publications sur l'utilisation de citalopram ou de l'escitalopram. Le problème qu'on a, c'est que dans ces études, souvent, ils ont été obligés de monter jusqu'à 30 mg par jour de citalopram, ce
qui est supérieur à ce qu'on peut utiliser chez quelqu'un de plus de 65 ans, du fait que ces molécules peuvent avoir une action sur le QT. Et donc 30 mg de citalopram, ça correspond à peu près 15 mg d'écitalopram, et on est aussi au-dessus des 10 mg maximum qu'on peut utiliser. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, simplement l'efficacité sera sûrement un peu moindre que celle qui était prévue dans l'étude. En deuxième intention, ça peut être un autre IRS, type sertraline, voire une troisième ligne, venlafaxine ou mirtazapine. Mais on essaye d'éviter tout ce qui est fluoxétine et paroxétine qui ont un profil de tolérance qui est moins bon chez la personne âgée. Ponctuellement, on peut être amené à utiliser des anxiolytiques en attendant l'efficacité du traitement antidépresseur ou si l'intensité de l'agitation anxieuse est importante. Donc là, vous pourrez voir, je ne vais pas le détailler de façon très précise, mais dans les recos, vous avez également ces tableaux qui vous permettent de reprendre les éléments principaux pour le choix des molécules, la posologie conseillée, le nombre de prises, les modalités au niveau de la demi-vie et les effets, les modifications qu'il peut y avoir chez une personne qui est âgée, notamment au niveau de la fonction rénale, des modalités d'élimination de ces molécules. Voilà, vous avez la même chose sur la vaccine et la mirtazapine, donc c'est les différentes molécules que j'ai citées. Sur les benzos, on s'est ciblé sur les benzos à demi-vie courte avec pas de métabolite actif, en tout cas pas de métabolite actif plus long que la molécule initiale. Et dans ce cas-là, vous avez le lorazépam, l'oxazépam, l'alprazolam, et un médicament qu'on utilise moins, mais qui a un profil pharmaco qui est intéressant, le clothiazépam, avec une demi-vie de 4 heures. Une augmentation légère chez la personne âgée, mais comme les autres benzos. Voilà. Et il y a le bucolam ou le midazolam, mais ça c'est une utilisation hors AMM, donc je n'inciterai pas trop, et on l'utilise essentiellement dans les situations de crise, mais on est quand même hors AMM. Sur les comportements cris et comportements vocaux perturbateurs, il y a 3 types de cris principaux au niveau des étiologies qu'on va retrouver. Il y a ceux qui sont liés à l'anxiété. Quelqu'un qui oublie beaucoup va être en demande d'attention. Il va avoir l'impression qu'on l'abandonne. Donc, ça peut être des appels au secours, des appels à sa maman, à son papa, des choses comme ça qui vont être très répétitifs, qui peuvent s'apaiser quand quelqu'un s'assoit à côté, mais qui peuvent réapparaître dès que la personne s'éloigne. Ça peut être également des cris qui sont secondaires à un problème somatique, un inconfort somatique. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim ou j'ai mal. Et là, on voit bien que le traitement sera le traitement de cet inconfort plutôt qu'un traitement psychotrope en première intention. Et puis, le dernier axe, c'est les vocalisations stéréotypées aberrantes. Donc, c'est des mots ou des sons qui vont être répétés de façon très itérative. Sur ce dernier point, à nouveau, les traitements médicamenteux sont assez peu efficaces. Il y a peu d'indications. Les traitements non médicamenteux sont à privilégier. Sur l'anxiété, c'est l'agitation anxieuse, donc ça va être les éléments que je vais vous citer juste après, concernant plutôt les antidépresseurs en première intention sur l'anxiété, l'agitation anxieuse. Sur l'agressivité verbale, donc l'agressivité verbale, c'est quoi? C'est crier, parler à voix haute de manière excessive, éventuellement utiliser des mots avec des grossièretés, des hurlements, des éclats de voix. Les traitements sont un tout petit peu différents en fonction que c'est décrit avec insulte ou juste une irritabilité. Sur écrit avec insulte, en première intention, c'est toujours en fait le citalopram ou l'escitalopram ou un autre IRS si on a un problème de tolérance avec cette molécule ou que ce n'est pas assez efficace. En deuxième intention, on pourra utiliser les antipsychotiques atypiques si la fréquence, la sévérité ou le retentissement est important et surtout s'il y a une inefficacité des traitements antidépresseurs déjà cités. Irritabilité, on est en première intention toujours sur antidépresseurs type ISRS, principalement toujours citalopram ou escitalopram, mais possible sur les autres molécules de cette gamme. Et en deuxième intention, on n'est pas sur les antipsychotiques atypiques, on est toujours sur les antidépresseurs, comme dans l'anxiété, l'agitation anxieuse.
Sur l'agressivité physique, pardon, donc là, ça peut être des gens qui sont des patients qui vont bousculer, les soignants ou les résidents ou leurs proches, vont résister, frapper, donner des coups, donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus, agressif et impactant sur l'environnement. Si l'intensité de ces troubles est modérée, on pourra essayer de mettre des antidépresseurs type ISRS en première intention. Sinon, ça va être les antipsychotiques atypiques qui vont être mis en place. Donc, on en a cité quelques-uns, risperidone, aripiprazole, olanzapine, kétiapine plutôt si c'est un maladie à corps de Lewy, une maladie Parkinson. Voilà. Mais ce sera des traitements sur des durées la plus courte possible avec des réévaluations à faire dans ce contexte. Voilà, donc vous avez aussi les tableaux concernant les antipsychotiques atypiques avec leurs demi-vie, leurs AMM et indications. La plupart de ces molécules n'ont pas d'indication dans les troubles neurocognitifs, donc c'est une utilisation détournée quelque part, et les demi-vies sont très différentes d'une molécule à l'autre. Il y a toujours ce qui a été décrit de risque de majoration des éléments cardiovasculaires, et notamment les accidents vasculaires cérébraux, mais pas que. Voilà, pour terminer, il me reste 2 minutes, je crois. Donc, il y a également dans la notion d'agitation-agressivité, quelque chose qui peut être très aigu, c'est la crise comportementale. La crise comportementale, la définition qu'on en a retenue, c'est une rupture par rapport à un état antérieur. C'est un changement comportemental brusque. Ça devient une urgence du fait de la mise en danger en fait, du patient lui-même ou de son entourage. Et puis, on sait parfois que la crise ne se résout pas spontanément, puisqu'on a déjà des crises antérieures. On a bien sûr recherché une cause somatique à éliminer. Donc, on sait qu'on a besoin d'une décision thérapeutique pour essayer de résoudre rapidement ces crises, pour éviter la mise en danger. Là, vous avez un organigramme, un arbre de décision qui va vous permettre en fait de réfléchir sur ce qui est le plus pertinent. Donc, il y a toujours une évaluation clinique puisque le trouble du comportement, l'agitation, l'agressivité est un symptôme. Donc, il faut éliminer tout ce qui peut être somatique, iatrogène, sous-jacent. Donc, si l'examen clinique est possible, on va voir vers quoi ça oriente. Si ce n'est pas possible, on peut être amené à mettre une sédation brève par benzo pour essayer de permettre cette évaluation clinique. L'action non médicamenteuse est toujours indiquée, c'est-à-dire parler, avoir un environnement apaisé, parler de façon adaptée à la personne, expliquer ce qu'on fait, tout ça c'est du non médicamenteux, mais on peut aller plus loin. On va éliminer les causes somatiques, les causes psychiatriques. On va essayer de voir s'il y a une maladie à corps de Lewy, une maladie de Parkinson sous-jacente, parce que ce ne sera pas les mêmes choix thérapeutiques. On va également, si on le sait, voir s'il y a des traitements qui peuvent être en lien avec un risque d'augmentation du QT, ou si on a déjà la notion d'un QT corrigé long. Voilà. Et en fonction de ça, on va être amené à faire des choix qui seront un petit peu différents. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais je serai à votre disposition pour répondre aux questions un peu plus tard. Voilà, donc les QR codes qui permet en fait de télécharger ou d'aller regarder les nouvelles recours dont je me suis fortement inspiré pour faire ce topo. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jean. Merci à l'équipe. Faut-il que je... Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Voilà, donc Frédéric Blanc, enchanté. Alors, je ne suis pas professeur de psychiatrie, ça me fait très plaisir que vous ayez pensé à ça, mais je suis professeur de gériatrie et je suis très content d'être professeur de gériatrie. Et j'aimerais remercier vraiment Antoine Hirondi et Hervé Javelot de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, je vous parle aujourd'hui du traitement des symptômes psychocomportementaux dans la maladie à corps de Lévy. En particulier, j'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe qui a permis d'émettre ces recommandations. Julien Delrieux, Antoine Brangier, Aurélie Mouton, Nathaniel Magnan, Kevin Rabian, Pauline Noxir, Benoît Chor et Jean Roche et Maria Soto pour la coordination. Alors, voici mes déclarations. Notamment, j'ai fait des présentations pour Roche Biogène ESAI. Je suis sur un board ESAI et j'ai été coordonnateur de plusieurs essais thérapeutiques en France.
pour lequel d'ailleurs je n'ai pas eu de bénéfice direct, évidemment, et j'ai eu plusieurs financements de recherche. Alors, la maladie à corps de Lévy, c'est un ensemble de symptômes, d'abord des troubles cognitifs, mais qui va s'associer à un des 4 symptômes principaux que sont soit les hallucinations, soit les fluctuations, soit les troubles du comportement en sommeil paradoxal, soit le syndrome parkinsonien que je n'ai pas cité là. Mais je vous ai mis ces 3 images parce qu'en fait, la maladie à corps de Lévy est éminemment comportementale, puisque dans la maladie à corps de Lévy, il peut y avoir des hallucinations. Dans la maladie, il peut y avoir des fluctuations cognitives et de vigilance, des patients qui vont s'endormir sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et puis, il y a des patients qui, pendant leur sommeil, peuvent avoir des phénomènes d'agitation. Souvent, ce que dira le conjoint, c'est qu'il ou elle a l'impression qu'il est en train de vivre ses rêves. Et il suffit d'un de ces symptômes associés à des troubles cognitifs pour dire qu'il s'agit bien d'une maladie à corps de Lévy possible. Par contre, si on a 2 symptômes, par exemple des hallucinations et des fluctuations, ou alors un syndrome parkinsonien et des fluctuations, ou des troubles du comportement sommeil paradoxal et des hallucinations, peu importe, pour dire que c'est probable. Et quand on dit probable, c'est à l'anglo-saxonne, plutôt à l'anglaise, je dirais, ça veut dire que c'est certain en réalité, puisque la spécificité du diagnostic est de 98%. Vous voyez, quand on a ces symptômes-là, on est quasiment sûr qu'il s'agit bien d'une maladie à corps de Lévy. Alors maintenant, revenons au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment traiter les différents symptômes psychocomportementaux. Et ça a été tout l'objet de notre groupe de travail au sein de ces recommandations. Alors d'abord, les hallucinations visuelles et les délires. Un petit résumé, 62% d'hallucinations en moyenne trouvées dans la littérature. Le délire, 57%, c'est quand même beaucoup, plus de la moitié des patients vont faire un délire. Et puis un syndrome de Capgras, donc c'est-à-dire un défaut de familiarité vis-à-vis d'un proche, ça c'est pour les syndromes de Capgras de personnes. Et puis il existe aussi des syndromes de Capgras de lieu, c'est-à-dire un défaut de familiarité pour le lieu où on habite. Ça va se présenter comme ça. Le patient dit, écoutez, cette personne-là ressemble à ma femme, mais ça n'est pas ma femme. Voilà. Et alors là, évidemment, commencent les complications. Donc tout ça, on s'est intéressé à cela et on a regardé finalement quels étaient les essais thérapeutiques. Alors là, on vous les cite tous, le donépésil, la rivastigmine, c'est donc des inhibiteurs de la cholinéstérase, donc ça augmente le taux d'acétylcholine au niveau du cerveau. La clozapine, qui est donc un neuroleptique que vous connaissez bien et qui est sans contexte celui qui marche le mieux. La quétiapine, malheureusement, 3 essais thérapeutiques dans la maladie à corps de Lévy, un essai dans un mélange de maladies et un essai dans la maladie de Parkinson, tous négatifs. Alors, les effectifs étaient faibles, mais c'est important de retenir ça quand même. C'est-à-dire que la quétiapine, tous les essais thérapeutiques pratiqués étaient négatifs dans le cadre de la maladie à corps de Lévy ou bien de la démence parkinsonienne. Et puis finalement, le petit nouveau, c'est la pimavansérin, où il y a des effets intéressants, mais qui vont arriver tardivement. C'est-à-dire qu'il va falloir parfois attendre 1 mois, 6 semaines, parfois un peu plus que 6 semaines, pour voir l'efficacité apparaître. Donc c'est un peu long. J'aimerais insister sur le fait, puisqu'il doit y avoir des psychiatres dans la salle, des pharmaciens, des pharmacologues, sur le fait que dans la maladie à corps de Lévy, il y a clairement des effets secondaires des neuroleptiques, dans le sens où 80% des patients atteints de maladie à corps de Lévy vont s'aggraver sous antipsychotiques ou sous neuroleptiques. Alors comment ils vont s'aggraver? Physiquement, augmentation du syndrome parkinsonien, ils vont devenir plus lents, plus raides, des chutes fréquentes. Attention aux chutes, c'est extrêmement dangereux chez la personne âgée, c'est souvent le début de la fin, malheureusement. L'augmentation des troubles cognitifs, parfois des sédations brutales, donc des patients qui vont s'endormir et c'est directement en lien avec les médicaments, une confusion, parfois un délire paradoxal ou une augmentation de la confusion. Et puis, le syndrome malin des neuroleptiques, bon, en tant que gériatre, neurologue, les seuls syndromes malins des neuroleptiques que j'ai vus, c'était soit dans la maladie à corps de Lévy, soit dans la maladie de Parkinson. Donc, soyez attentifs à ça. Enfin, le décès, malheureusement, encore en France actuellement, des patients meurent parce qu'ils ont été mis sous neuroleptiques. Ce qui fait qu'on a proposé cet arbre décisionnel dans le cadre du groupe de travail où on indique qu'on est en face d'une maladie à corps de Lévy, on a fait aussi pour la démence parkinsonienne. Les hallucinations sont peu envahissantes, elles sont critiquées. À ce moment-là, on va faire surtout de la psychoéducation. On va expliquer aux patients, on va expliquer à la famille. On ne mettra pas de traitement et par contre, on pourra baisser ou arrêter les agonistes dopaminergiques. Je ne parle pas de la dopamine, on peut aussi baisser, mais surtout les agonistes dopaminergiques comme le Neupro ou d'autres. Puisqu'ils favorisent les hallucinations. Ensuite, si les hallucinations deviennent par contre un peu envahissantes,
mais qu'elle reste critiquée, là, ça vaut la peine de continuer la psychoéducation, mais c'est important toujours de diminuer ou d'arrêter les agonistes dopaminergiques. Simplement, on peut ajouter le donépésil ou la rivastigmine, qui, eux, ont montré une certaine efficacité dans les hallucinations, si évidemment, il n'y a pas de contre-indication en particulier cardiaque. Enfin, si le patient développe un délire de persécution, délire de jalousie, enfin, peu importe le type de délire hallucinatoire, parce que les hallucinations sont fréquentes dans la maladie à corps de Lévy, eh bien, à ce moment-là, ou si les hallucinations deviennent très, très envahissantes, à ce moment-là, souvent, on expliquera, on arrêtera, on diminuera les agonistes dopaminergiques, mais surtout, on mettra en place de la clozapine. Et j'insiste là-dessus, la clozapine à faible dose, très faible dose, puisque le quart de comprimé n'existe pas. Je vous rappelle que c'est que du demi-comprimé que nous avons avec le 25 mg. Faites du quart de comprimé, ça suffit, ce n'est pas la peine de mettre plus, et c'est efficace, nous on s'en rend compte tous les jours dans notre pratique. Évidemment, NFS, plaquettes, toutes les semaines pendant 18 semaines, puis après, une fois par mois. Et s'il y a une contre-indication des effets secondaires, on peut aller soit vers la kétiapine, mais vous avez compris que le niveau de preuve n'était pas tout à fait adéquat, soit la pimavansérin, mais là, il faudrait être très patient, puisque 6 semaines, c'est un peu long. Et donc, la pimavansérin se prescrit en accès compassionnel à raison de 34 mg une fois par jour, en général le soir. On étend donc ça aussi au syndrome de Capgras, donc on peut mettre aussi, quand le Capgras est très envahissant, de la clozapine, et ça peut marcher. Pour les troubles du comportement semi-paradoxal, dont le leadership a été fait par Julien Delrieux, qui est professeur de gériatrie à Toulouse, eh bien, j'aimerais rappeler que les TCSP, c'est environ, en fonction des études, en gros 50 à 80% des patients, et que ces vécus des rêves sont parfois très embêtants, et que les traitements de référence, eh bien, c'est avant tout la mélatonine et éventuellement le clonazepam. Mais le problème du clonazepam, c'est qu'il est très sédatif. Donc, favoriser la mélatonine, mais attention, la mélatonine à libération immédiate. La mélatonine à libération prolongée ne marche pas dans les TCSP, dans les troubles du comportement semi-paradoxal. Les doses, 3 mg jusqu'à 12 mg. Les collègues spécialistes du sommeil, et je le fais aussi, montent jusqu'à 25 mg avec, franchement, pas de problème de tolérance. Donc, n'hésitez pas à mettre de la mélatonine à libération immédiate, soit sous forme buvable, soit sous forme de gélules en préparation magistrale, pour lutter contre les troubles du comportement sommeil paradoxal. Et si on devait reprendre les recommandations, d'abord, on fait une prise en charge non pharmacologique. Pourquoi? Parce que on évite les dangers. Donc, on va éviter les objets dangereux du lit. On va mettre en place des oreillers, on va éventuellement mettre le matelas par terre. Et puis, on va arrêter les traitements pharmacologiques qui sont potentiellement aggravants, comme les antidépresseurs, en particulier les tricycliques, certains bêta-bloquants, comme le bisoprolol. Et si ça ne marche toujours pas, eh bien, on va vers la mélatonine en monothérapie. Et on peut éventuellement aller vers le clonazepam, mais attention au clonazepam, il peut être très sédatif. La dernière fois que j'ai mis une goutte de clonazepam à un patient corps de Lévy, il a dormi 24 heures d'affilée. Donc, il vaut mieux prévenir le patient, mais surtout la famille. Pour la dépression, eh bien, la dépression, c'est 30% des patients atteints de maladie à corps de Lévy qui vont développer une dépression. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, dans 60% des cas, des antécédents de dépression, ce qui est très au-delà de la moyenne nationale. Je rappelle que la dépression, c'est aux alentours de 20% vie entière. Donc déjà, d'emblée, ils sont à 3 fois vie entière. Et probablement que c'est des symptômes finalement prodromaux de la maladie à corps de Lévy. Mais par contre, quand ils sont au stade de démence, il y a encore 30% d'entre eux qui vont faire une dépression. Donc, le traitement de la dépression, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire dans la littérature, pas d'essais thérapeutiques. Il y a quelques essais thérapeutiques, mais qui sont souvent négatifs, notamment avec le citalopram qui aggrave les patients atteints de maladie à corps de Lévy. Donc, ça fait écho à ce que vous disiez, Jean Roche, attention au citalopram, même si c'est efficace. Et donc, pour le traitement de la dépression, par consensus Delphi, nous avons proposé que la sertraline puisse être utilisée. Et les experts ont répondu oui dans 19 cas et non dans 2, donc ça a été validé. Pour le traitement de la dépression, on a dit qu'il pouvait y avoir aussi, donc maladie à corps de Lévy, démence parkinsonienne, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, les IRSNA, tels que la venlafaxine ou la duloxétine, on ne l'avait pas cité. Et là, oui, 19, non, 2. Et pour le traitement de la dépression avec difficulté d'endormissement et au réveil nocturne dans la maladie à corps de Lévy, eh bien, la mirtazapine peut être utilisée. On a été prudent, on a dit peut être utilisée. Et 20 positifs. Donc là aussi, ça a été validé. Donc sertraline, IRSNA et mirtazapine, donc un tétracyclique. Le syndrome frontal a été traité notamment par Aurélie Mouton, qui est neurologue au CHU de Nice. Et le syndrome frontal, je vous rappelle, c'est à la fois
la désinhibition avec l'atteinte orbitofrontale. Ça peut être les troubles des fonctions exécutives avec l'atteinte dorsolatérale avec les persévérations, par exemple. Et puis, vous avez les atteintes frontomésiales ou singulaires antérieures qui entraînent l'apathie. Alors, si on reste en termes de fréquence, regardez, 55% d'agitation et d'agressivité dans la maladie à corps de Lévy, 46% de comportement moteur aberrant, 45% d'irritabilité, 29% d'apathie, 26% de désinhibition, troubles du comportement alimentaire 25%, euphorie 8%, des choses à peu près équivalentes dans la démence parkinsonienne. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire non plus sur le traitement de la maladie à corps de Lévy dans la littérature internationale, ni d'ailleurs francophone. Et donc, on s'est inspiré de ce qu'il avait été fait par l'équipe de Lille sur la dégénérescence lobaire frontotemporale. Et nous avons proposé que le traitement du syndrome frontal puisse, au sens des inhibitions, donc pas l'apathie, pas forcément les caractères stéréotypés, et donc l'atteinte plutôt orbitofrontale, eh bien, la désinhibition par sertraline ou paroxétine en première intention, sachant que la paroxétine est quand même très anticholinergique, donc pensez-y, et par trazodone en seconde intention. Je rappelle que la trazodone, c'est en accès compassionnel, donc ex-ATU, et on a rappelé, donc c'était notamment grâce à l'essai trazodone dans la DLFT que nous pouvons avoir ces résultats-là. Et donc la réponse a été oui pour 21 experts, donc là il y avait vraiment un grand consensus. Donc, d'après ces recommandations, nous pouvons utiliser ces médicaments antidépresseurs dans le syndrome frontal. Pour les médecins dans la salle et d'ailleurs les pharmaciens qui reçoivent les demandes, n'oubliez pas e-Saturn qui permet de faire cet accès compassionnel, à la fois pour la pimavansérie, mais aussi pour la trazodone. Le problème, c'est qu'il faut le renouveler régulièrement et que les patients en ont besoin pour plusieurs années. Donc, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est hyper important parce que ça leur fait vraiment un grand bien. Alors, la catatonie, parce que la catatonie est assez fréquente dans la maladie à corps de Lévy. Vous voyez, dans une étude, malheureusement, il y a peu d'études. Dans une étude, on est quand même à 43% de corps de Lévy. Alors, je pense que c'est un peu biaisé. Je ne pense pas qu'il y ait autant de catatonie, mais à mon avis, on est au moins à 20% de catatonie dans la maladie à corps de Lévy. C'est Benoît Schor, là, qui est donc psychiatre dans notre service à Strasbourg, qui a surtout travaillé là-dessus avec le reste de l'équipe. Donc, je rappelle que la catatonie, c'est l'ensemble de signes et de symptômes associés à une perturbation de la psychomotricité, avec la catalepsie, comme cette jeune fille vous le montre, une hypertonie, mais pas forcément extra-pyramidale, pas avec une roue dentée, parce que là, il faut arriver à faire la différence quand il y a un syndrome parkinsonien, un mutisme, une stupeur, par patient qui vous regarde, mais qui finalement ne parle pas, et puis du négativisme, donc qui va parfois être opposant, comme on dit, ou alors qui va ne rien faire. Tout ça, ça peut être la catatonie. Alors, la catatonie, le mieux, c'est d'utiliser des échelles pour en faire le diagnostic, soit le DSM-5, soit le BFC-SI, que je ne peux pas détailler là, évidemment. La première chose à faire, c'est d'éliminer la iatrogénie, puisque la catatonie peut être secondaire à des antipsychotiques. Le fait est que ça peut être aussi lié à un sevrage en benzodiazépine, donc il ne faudra pas hésiter à arrêter complètement le neuroleptique ou l'antipsychotique. Il ne faut pas oublier de faire un diagnostic différentiel et, si nécessaire, ne pas oublier de faire une IRM cérébrale, parfois un électroencéphalogramme, parce qu'il pourrait s'agir aussi de crise d'épilepsie. Je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, le traitement. Et donc, dans le traitement, après qu'on ait arrêté les antipsychotiques, la première ligne, c'est le lorazépam à raison de 1 mg 3 fois par jour, que parfois on devra augmenter. Et c'est ça le paradoxe. Normalement, les patients corps de Lévy ne supportent pas très bien les benzodiazépines, mais là, les patients corps de Lévy avec catatonie le supportent bien et ça les fait sortir de cet état parfois stuporeux. On peut aller jusqu'à l'électroconvulsivothérapie, mais qui est affaire déjà d'experts. Et puis, appel à un expert, évidemment, sur les traitements préventifs, un matelas adapté, une bonne hydratation, une anticoagulation si le patient ne bouge plus, la nutrition entérale si vraiment on est dans un cas extrême, et puis, pourquoi pas, évidemment, la sonde urinaire, parce que le patient n'ira pas uriner non plus. Voilà, alors si je devais résumer les traitements pharmacologiques de la maladie à corps de Lévy, pour le délire, privilégier la clozapine à un quart de comprimé au coucher avec augmentation si nécessaire. On peut augmenter tous les 2-3 jours par quart ou éventuellement par demi. Pas les autres antipsychotiques, s'il vous plaît. Et s'ils sont déjà sous antipsychotiques, assurez-vous s'ils ne sont pas aggravés sous antipsychotiques. Et à ce moment-là, il faut faire le switch. Arrêter par exemple la risperidone et passer à la clozapine. Sur les TCSP, le mieux, c'est la mélatonine à libération immédiate, 3 à 12 mg, 1 heure avant le coucher.
Pour la dépression, sertraline ou IRSNA ou mirtazapine, à votre choix. Pour le syndrome frontal, sertraline ou paroxétine. Et puis, dans un second temps, trazodone. Dans les cas très frontaux, nous, parfois, on met parfois la trazodone en première intention. Et pour la catatonie, arrêt d'énoleptique. Et si nécessaire, lorazépam milligramme 3 fois par jour. Point important, parce que nous ne l'avons pas traité, et c'est d'ailleurs valable pour toutes ces maladies neuroévolutives, cognitives ou neurocognitives, c'est l'épilepsie. Par exemple, une épilepsie frontale peut apparaître chez certains patients en Cordelevi, et donc ça peut donner un syndrome frontal en journée, mais en fait les crises ont lieu la nuit, mais aussi une épilepsie temporale qui peut donner des éléments assez étranges comportementaux, et donc il faut l'avoir toujours en tête quand on est en échec, quand on ne comprend pas bien, évoquer l'épilepsie et traiter. Voilà, j'en ai terminé. Pour vous dire, si vous voulez, je fais un peu de pub, si ça vous intéresse, la maladie à Cordelevi, voilà un livre pour évidemment les médecins, mais aussi les pharmaciens, les professionnels de santé en général, et aussi patients et aidants, parce que l'idée, c'était d'être œcuménique. Merci de votre attention. Bonjour, donc merci de me recevoir, merci aux organisateurs. Donc moi je suis effectivement le docteur Sedlitz et nous allons discuter sur un petit quart d'heure de la prise en charge des troubles du sommeil chez les patients atteints de ces maladies neurocognitives. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt, on va passer directement. Quelques définitions pour commencer. On va parler, vous le verrez dans cette présentation, de l'insomnie. On ne parlera pas des troubles du sommeil en dehors de l'insomnie, donc que ce soit l'hypersomnie ou que ce soit les parasomnies, syndrome des jambes sans repos, troubles du comportement supérieur paradoxal, etc. On va se concentrer vraiment exclusivement sur les troubles du sommeil de type insomnie. Comment on les définit? Vous le voyez, la plupart des définitions nous disent qu'on va parler d'une insatisfaction du sommeil, que ce soit il y a une difficulté à s'endormir, à maintenir le sommeil, donc une association à des réveils fréquents, des difficultés de rendormissement ou un réveil trop précoce le matin. Il faut quand même, pour pouvoir parler d'une insomnie, justifier à la fois de cette insatisfaction, mais aussi d'une fréquence. On dit généralement, d'après le DSM-5, la présence de ces troubles au moins de 3 nuits par semaine et depuis au moins de 3 mois, pour ne pas parler de l'insomnie aiguë ou transitoire, et avec un retentissement, une souffrance psychologique, une déficience fonctionnelle ou d'autres symptômes qui seraient un petit peu plus gériatriques associés à l'insomnie, des troubles nutritionnels, des chutes ou des choses comme ça. Bien sûr, il faut que ces troubles ne soient pas liés à une autre problématique psychiatrique, usage de substances, iatrogénie ou autre. Une petite diapo pour parler de la fréquence. Cette insomnie est un trouble excessivement fréquent chez le sujet présentant des troubles neurocognitifs. On dit que globalement, 40-50% des sujets présentant des troubles neurocognitifs liés par exemple à une maladie d'Alzheimer vont connaître au cours de l'évolution des troubles du sommeil. Et on va avoir une disposition, une prévalence qui va être variable en fonction des pathologies. Ce qu'on voit par exemple, c'est que dans le cas de la maladie de Parkinson et de la maladie de Lewy, on va plus fréquemment retrouver des dysomnies et surtout des parasomnies que dans d'autres maladies, par exemple dans la maladie d'Alzheimer, où ce qu'on rencontrera le plus souvent sera un trouble du sommeil de type insomnie. Il faut savoir que pourquoi est-ce que c'est important de parler du sommeil et de l'insomnie, notamment de nos sujets atteints de maladies neurologiques, notamment de maladie d'Alzheimer, c'est qu'on voit vraiment un lien bidirectionnel qui semble être de plus en plus mis en lumière dans les données de bibliographie entre d'une part le trouble nocturne, notamment l'insomnie, et également la maladie neurologique, notamment la maladie d'Alzheimer. Il y a probablement plusieurs mécanismes. L'inflammation neurologique, les dépôts amyloïdes, et on s'aperçoit par exemple que chez des sujets âgés, indemnes, en tous les cas ne présentant pas de maladie d'Alzheimer, on voit une surcharge amyloïde qui va apparaître chez le sujet âgé présentant une plainte de type insomnie. Ça ne veut bien sûr pas dire que l'insomnie déclare ou crée la maladie d'Alzheimer, ça veut dire quand même qu'il y a une réelle… ce lien bidirectionnel est important avec une augmentation de la fréquence des maladies d'Alzheimer chez le sujet âgé insomniaque et également une augmentation de l'atteinte cognitive chez le sujet présentant une maladie neurologique, mais présentant également un trouble du sommeil de type insomnie. Alors,
Dans les recommandations de notre groupe de travail sur l'insomnie dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, la priorité est à la recherche finalement des facteurs personnels ou environnementaux qui vont être associés à ce mauvais sommeil. Donc des facteurs de stress, des facteurs psychologiques, des habitudes inadaptées, l'usage des écrans, l'alcool. Il faut avoir conscience que nos sujets âgés d'aujourd'hui, l'immense majorité savent se servir des écrans, des tablettes et des téléphones, et beaucoup d'entre eux ont la fâcheuse tendance à avoir le téléphone dans le lit. Les médicaments qui peuvent aggraver ou modifier le sommeil, donc toujours réfléchir à la iatrogénie. Le but, c'est vraiment de se dire, on le redira plusieurs fois, c'est que cette prise en charge non médicamenteuse qui est basée vraiment sur l'évaluation et la correction de cette hygiène de sommeil, elle est primordiale. Et encore une fois, on le redira sans cesse, ne pas passer par là signifie que forcément, les traitements pharmacologiques ne marcheront pas. Et délivrer un hypnotique à un sujet chez qui on ne mettra pas en place d'adaptation de l'environnement, d'adaptation de l'hygiène de sommeil, ça ne sert à rien et c'est probablement très néfaste. La deuxième étape, c'est vraiment parallèlement à la recherche et à l'évaluation de l'insomnie, c'est de rechercher les autres pathologies du sommeil qui, elles, pourraient bénéficier d'une prise en charge spécifique. Donc, on recherche les éléments cliniques qui pourraient faire évoquer un syndrome d'apnée nocturne, donc vous les connaissez, les apnées constatées, les ronflements nocturnes, la somnolence diurne excessive, les céphalées matinales, les troubles tensionnels. On va rechercher d'autres anomalies, mouvements périodiques, anomalies à l'examen neurologique, plaintes qui pourraient faire évoquer un syndrome des jambes sans repos, et aussi les troubles du comportement sommeil paradoxal, notamment quand on a affaire à des sujets présentant des comorbidités entre guillemets à risque, maladie à corde de Lewy, maladie de Parkinson. Comme l'a dit le professeur Blanc, très caractéristique, et l'épouse ou l'époux du sujet qui nous dit « il rêve agité » ou « il vit ses rêves ». Une fois qu'on est passé à cette étape, l'objectif, c'est vraiment de proposer cette prise en charge non médicamenteuse. L'information, les règles hygiéno-diététiques, l'éducation sont primordiales et ça va passer par un espèce de programme personnalisé qui va avoir pour objectif d'améliorer, si possible, la plainte et les troubles. Il faut bien faire la différence entre la plainte de sommeil, qui est l'aspect subjectif, et le trouble du sommeil, l'insomnie dans notre cadre. Le but, c'est vraiment d'essayer de réduire tous ces facteurs environnementaux, personnels, qui sont des facteurs d'entretien du mauvais sommeil. Les mesures non médicamenteuses, elles sont à faire en première intention. Je ne vais pas les développer, mais vous le savez sûrement, sinon je vous le dis, qu'est-ce qui a le plus montré d'efficacité dans la littérature? C'est les mesures non médicamenteuses en première intention. Avoir une dépense physique diurne, si possible en première partie de journée, s'exposer à la lumière. Dans l'idéal, dans les études, ce qu'on voit souvent, c'est la luminothérapie, mais au moins s'exposer photothérapie à la lumière du jour, le matin, c'est l'idéal. Dans les études, on regarde la luminothérapie. Aujourd'hui, on parle d'une exposition lumineuse d'au moins 1 heure le matin. Il y a d'autres choses qui ont pu être testées, plus difficiles de montrer une efficacité, l'acupuncture, l'acupression, le yoga, le tai chi, tout ce que vous voulez. L'objectif, c'est encore une fois favoriser une dépense énergétique et s'exposer à la lumière extérieure. Les stratégies médicamenteuses, elles vont être envisagées uniquement en seconde intention. On va les réserver soit aux échecs des techniques et des stratégies non médicamenteuses, soit éventuellement dans le cas des troubles du sommeil type insomnie qui seront qualifiés de sévères. Alors, comment on peut évoquer une insomnie sévère? Ça, c'est une question qui n'a pas été débattue dans le groupe. Je vais vous donner des pistes de réflexion un petit peu plus personnelles pour essayer d'orienter cette prise de décision thérapeutique. Qu'est-ce qui fait qu'une insomnie est jugée sévère? Soit parce que le retentissement diurne est important, les relations sociales, l'alimentation, les chutes, la qualité de vie, soit parce qu'il y a un retentissement nocturne important des troubles, et là, on va parler aussi de nos sujets qui prennent des troubles neurocognitifs majeurs, si cette insomnie est associée à une déambulation importante, à des chutes, à une gêne environnementale, on va pouvoir éventuellement parler d'une insomnie sévère, soit parce que l'insomnie aura un traitement psychologique pour le sujet important. Vous savez, la fameuse angoisse à l'idée d'aller dans le lit, l'angoisse du soir qui peut être associée, le trouble de l'humeur sévère parfois associé également. Et aussi, il faut penser à l'intrication d'autres pathologies
qui parfois vont avoir elles-mêmes un pronostic péjoratif lié à l'insomnie. Je pense notamment au syndrome d'apnée nocturne qui, parce que le sujet ne dort pas ou dort mal, est insomniaque. Le syndrome d'apnée va pouvoir être mal appareillé, mal traité et donc connaître un pronostic péjoratif. Et donc parfois, il faut conjointement traiter l'insomnie et l'appareillage du syndrome d'apnée chez le sujet parce que l'insomnie entretient le problème. Deux idées, deux échelles qui peuvent vous permettre, vous guider pour évaluer la sévérité de l'insomnie. Alors, la première ici que vous voyez en bas à gauche, c'est le SDI, le Sleep Disorders Inventory. C'est en gros, alors elle n'est pas validée en français, c'est une échelle qui va reprendre globalement les items sommeil de votre échelle NPI. Pour ceux qui ne connaissent pas le NPI, inventaire neuropsychiatrique, c'est une échelle d'évaluation des troubles du comportement chez le sujet présentant des troubles neurocognitifs. Vous avez plusieurs items. L'item sommeil, globalement, les sous-questions rejoignent celle-ci. Et une autre échelle qui est ce qu'on appelle l'index de sévérité de l'insomnie, ISI, qui est par contre une auto-évaluation de son sommeil et de la sévérité de l'insomnie, donc qui parfois peut être mise à défaut chez nos sujets qui présenteraient des troubles neurocognitifs trop importants. Ces échelles sont des aides pour l'évaluation de cette sévérité. Donc, une fois qu'on met en évidence et qu'on évoque une insomnie sévère, que fait-on? On traite. Le choix du traitement médicamenteux va dépendre des troubles. Est-ce que c'est un trouble de l'endormissement, du maintien, du réveil précoce, du patient, ses comorbidités et des éventuels troubles associés? Si on parle d'une insomnie d'endormissement, donc vraiment une difficulté du sujet à trouver le sommeil, dans les recommandations, ce qu'on propose, ça va être en priorité les hypnotiques complexes Z. Le seul recommandé en France est la zopiclone. Vous savez que le zolpidem est plutôt contre-indiqué dans notre domaine gériatrique de par les risques liés à cet effet paradoxal au moment du pic. Donc, on parle de zopiclone uniquement à la dose de 375 mg. Ne mettons jamais de 7,5. 1 à 2 heures avant le coucher, sur une durée courte. Les anglo-saxons proposent 14 jours. En France, la prescription autorisée est jusqu'à 28 jours. Et du coup, l'idée, elle est où? C'est que dès que je le mets en place, je vais directement envisager une stratégie de sevrage. Et donc, comment je fais pour me dispenser au bout de ce petit mois de traitement? Et on n'oublie jamais qu'on n'associe pas à un hypnotique apparenté benzodiazépine, un complexe Z, une autre benzodiazépine. Donc, on associe jamais dans notre domaine deux molécules de la même classe, deux benzos ou une benzo et un hypnotique complexe Z. Si on parle maintenant de l'insomnie, plutôt de maintien de sommeil ou par réduction du temps total de sommeil, qu'est-ce qui sort dans nos recommandations? La luminothérapie, seule ou en association avec la mélatonine. Et là, à nouveau, la mélatonine, comme tout à l'heure dans les troubles du comportement paradoxal, la mélatonine semble utile. Si on regarde les recommandations, la mélatonine libération prolongée est assez peu utilisée dans notre domaine. D'après les recommandations des sociétés françaises de sommeil, la mélatonine libération prolongée est plutôt à réserver à l'insomnie idiopathique. Donc, on est vraiment en dehors de notre cadre. Les recommandations sont plutôt d'une mélatonine en libération immédiate, donc en préparation magistrale, qu'on peut débuter à 2 ou 3 mg, qu'on donne 1 à 2 heures avant le coucher. Et on aura la possibilité de l'augmenter. Dans notre domaine, en tous les cas, le groupe de travail proposait des doses maximales, vous le verrez, qui iraient jusqu'à 7 ou 9 mg, pas plus. En tous les cas, dans notre domaine de l'insomnie. Les hypnotiques complexes Z, même si une efficacité moins démontrée que pour l'insomnie d'endormissement, mais c'est vrai qu'on peut les retrouver. Et en seconde intention, on va parler de la trazodone, ce fameux tritico dont tout à l'heure on a parlé un petit peu, un traitement qui fait partie de la classe des antidépresseurs, mais qui va avoir un effet sédatif marqué, qui se donne en autorisation d'accès compassionnel nominative, à délivrance hospitalière et donc sous contrainte entre guillemets de l'autorisation de la NSM. Dans les recommandations et dans la littérature pour cette indication du trouble sommeil type insomnie de maintien de sommeil, on voit la trazodone avec une posologie initiale de 50 mg au coucher, une évaluation à peu près 2 semaines après, possibilité d'aller jusqu'à 100 mg, pas vraiment d'augmentation supérieure à 100 mg en une seule prise du coup. Et donc, du coup, j'ai mis une petite note sur la mirtazapine. Il n'y a aucune donnée de bibliographie. Et donc, c'est vraiment un consensus d'experts. Il faut savoir qu'il n'y a aucune donnée de bibliographie qui permet de dire que la mirtazapine, même si elle a une action d'antagonisme histaminique, on ne sait pas si elle améliore régulièrement le sommeil. Par contre, on sait que si l'indication principale est un trouble de l'humeur
et qu'il y a de manière associée un symptôme insomnie, on propose la possibilité d'utiliser la mirtazapine, mais que si l'indication initiale est le trouble de l'humeur. En d'autres termes, pas de mirtazapine si l'indication est l'insomnie, mirtazapine uniquement si l'indication principale est le trouble de l'humeur et qu'on a affaire à un trouble du sommeil associé. Maintenant, parlons rapidement de la qualité de sommeil et du rythme circadien. Qu'est-ce qu'on voit dans cette indication-là? La luminothérapie à nouveau, la trazodone à nouveau, avec les mêmes propositions que tout à l'heure, et la mélatonine, essentiellement sur la libération immédiate, début à 2 ou 3 mg de préparation magistrale, majoration possible jusqu'aux doses dont je vous ai parlé, 1 à 2 heures avant le coucher, et avec à nouveau, on parle de l'action synergique de la mélatonine avec l'exposition lumineuse. Et la majorité des études qu'on retrouve avec la mélatonine proposent une association conjointe de luminothérapie le matin. On dit que la luminothérapie doit être faite 12 heures après la prise de mélatonine. Un petit tableau synthétique des traitements médicamenteux. Ce que je vous ai dit par rapport au benzo complexe Z, durée maximale de traitement 28 jours. La mélatonine, vous avez vu généralement posologie initiale 2 à 3 mg libération immédiate, au maximum 9 mg libération immédiate. La trazodone 50-100 mg avant le coucher. La mirtazapine, encore une fois, si l'indication principale est celle du trouble de l'humeur et que le trouble du maintien de sommeil est un symptôme associé. Attention, très important, la mirtazapine à éviter chez le sujet insuffisant rénal, notamment quand le DFG est inférieur à 40 minutes par minute. Et enfin, la luminothérapie. Petite diapo en plus sur les antagonistes des récepteurs à l'orexine qui ne sont pas dans les recommandations liées au fait que nous avons une AMM qui est très récente, qui date de la fin de l'année 2023. Ils sont intéressants et je pense qu'il faut petit à petit apprendre à les utiliser même chez nos sujets avec troubles neurocognitifs. C'est en anglais, ils appellent ça les DORA, les dual orexine antagonistes. Le seul qu'on a en France, c'est le Quviviq, le daridorexant, qui a une posologie de 50 mg à délivrer à peu près 30 minutes avant le coucher. Attention, très important, avec ces antagonistes des récepteurs de l'orexine, grosse contre-indication liée à la copression d'inhibiteurs du cytochrome P3A4. En quelques mots, si présente dans l'ordonnance d'inhibiteurs modérés du cytochrome P3A4, on diminue la dose à 25 mg. Si présence de coprescription d'inhibiteurs puissants du cytochrome P3A4, contre-indication au daridorexant. Ce qui est compliqué, c'est qu'au départ, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas, il y avait peu d'études spécifiques chez la personne âgée. Vous voyez, des études de mise sur le marché et des études chez le sujet jeune avec moins de 10% de sujets âgés et aucun sujet avec trouble neurocognitif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence à avoir des données de biographie intéressantes du daridorexant et des autres DORA chez le sujet âgé avec troubles neurocognitifs. Et vous voyez ces 3 études très récentes, qu'est-ce qu'on dit? 1, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration de la plasticité neuronale et des dépôts amyloïdes sous DORA. 2, on voit une amélioration du temps total de sommeil et du WASO sous survorexant. Et 3, une amélioration du rythme circadien sous lomborexant. Le WASO, juste pour vous dire, c'est en gros, si vous voulez, le temps qu'on va passer éveillé une fois qu'on a commencé à s'endormir. C'est le reflet de la qualité de sommeil, des réveils intra-sommeil, si vous voulez, en quelques mots. Donc, je pense que ces inhibiteurs des récepteurs de l'orexine, il faut apprendre à les utiliser avec prudence chez nos sujets parce qu'ils ont toujours beaucoup de traitements associés, donc gros risques liés à ces coprescriptions. Mais on commence à avoir des données de la littérature qui sont intéressantes. Pour conclure ce petit schéma, qui rejoint un schéma qui était sorti en 2023 sur une revue de littérature. L'interrogatoire primordial, les règles hygiéniques primordiales, bien évidemment, première intention. On pense toujours à exclure toutes les pathologies de sommeil associées, c'est d'apnée nocturne, etc. Le programme personnalisé, l'activité physique, l'exposition lumineuse. Et en deuxième uniquement intention, soit si troubles sévères, soit si persistance des troubles malgré la prise en charge non médicamenteuse, la prise en charge médicamenteuse dont on vient de parler. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pascal. On va du coup passer à la séance de réponse aux questions sur les trois, sur les trois présentations. Dans le chat, on a une première question, alors plus pour Frédéric, qui est: pourriez-vous préciser les critères de choix en première intention entre le donépézil, la rivastigmine et la clozapine dans la maladie à corps de Lévy? Oui, alors, ce n'est pas toujours évident, mais en gros, donépézil et rivastigmine, il n'y a pas de différence. Ce sont tous les deux des inhibiteurs de la cholinésterase, donc ça sera soit l'un, soit l'autre, peu importe à la limite. Vous savez que l'un, la rivastigmine, plus volontiers prescrite sous forme de patch, et l'autre, le donépézil, sous forme de comprimé. Il faut signaler quand même que comme ces médicaments ne sont plus remboursés, puisqu'au départ, ils n'avaient uniquement une autorisation de mise sur le marché pour la maladie d'Alzheimer, alors que dans d'autres pays, ils avaient aussi une autorisation de mise sur le marché pour la maladie à corps de Lévy, eh bien, comme on n'avait plus d'AMM Alzheimer, ces médicaments ne sont plus remboursés. En gros, ça va être pour des patients qui ont des hallucinations qui commencent à les gêner. Mais ils sont toujours capables de critiquer ces hallucinations, c'est-à-dire ils disent que ce n'est pas tout à fait normal, ou ils sont dans un entre-deux. Ça, je pense que c'est sans doute l'indication la plus forte. Par contre, si les hallucinations deviennent non critiquées, qu'elles deviennent envahissantes, très gênantes, que ce soit pour le patient ou pour l'entourage, et surtout s'il y a un délire qui s'y associe, à ce moment-là, c'est la clozapine à petite dose, 1/4 de comprimé, et puis qu'on pourra augmenter tous les 2-3 jours. Pour les patients en gros gabarit, patients hospitalisés, gros problèmes de comportement, grosse agitation, on peut aller d'emblée vers des doses plus élevées. Je fais une parenthèse, mais habituellement, on règle les problèmes d'hallucinations très envahissantes, non critiquées, ou de délire avec la clozapine à 1/4 ou un demi-comprimé, mais il nous arrive parfois de monter jusqu'à 300-400 mg de clozapine. Donc, ce n'est pas toujours pareil, ça dépend beaucoup des patients. Merci beaucoup. Et il y a une autre question, alors plus pour Pascal, et c'est vrai que les médecins du sommeil utilisent beaucoup l'amiancérine à 10 mg. Alors, quid de la place de l'amiancérine? Alors, je pense que c'est un peu comme la mirtazapine, c'est très utilisé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de données dans la littérature, mais peut-être que tu vas nous renseigner. C'est un petit peu ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médecins du sommeil qui utilisent l'amiancérine. Deux choses qui font qu'on n'a pas gardé du tout l'amiancérine dans les recommandations. Un, aucune donnée gériatrique. Aucune. Il faut savoir que la mirtazapine, les rares données qu'on avait étaient soit des analyses de cas, soit une analyse secondaire d'une étude principalement sur le trouble de l'humeur. Pour l'amiancérine, il n'y a rien. Donc, première raison qui fait qu'on ne l'a pas gardé. Deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier, vous le savez, depuis quelques années, on parle de l'amiancérine comme étant à risque élevé, notamment sur l'hémogramme, avec des cas de neutropénie, voire d'agglomération sous miancérine, avec maintenant une recommandation de surveillance de la NFS. C'est moins cadré qu'avec la clozapine, mais ça existe. Donc, pour ces deux raisons-là, on ne l'a pas gardé. Je pense qu'on a d'autres stratégies qui ont plus montré d'éléments sur la bibliographie pour ne pas avoir à garder l'amiancérine. Voilà. Je parle dans le domaine de l'insomnie, pas dans le domaine du trouble de l'humeur, même si, je vous rassure, l'amiancérine n'a rigoureusement rien montré non plus dans le cas du trouble de l'humeur de la personne âgée. Merci pour ta réponse. Alors, tant qu'on est sur le sommeil, par rapport au DORA, au daridorexant, tu recommandes de le débuter directement à 50 mg. Il n'y a pas besoin pour la personne âgée avec un trouble neuroévolutif de passer par un palier à 25 mg. Ben, le problème, c'est qu'on est au tout début de cette classe thérapeutique. Aux États-Unis, les premiers sont utilisés depuis un peu moins de 10 ans. En France, comme tu le vois, on l'utilise très peu. Et surtout, les données personnes âgées avec troubles neurocognitifs, en tous les cas sur la biologie, sont très, très débutantes. Donc, on est au tout début de l'utilisation. Pour l'instant, ce qu'on fait, moi, je commence un peu à l'utiliser, mais c'est vraiment le début. Aujourd'hui, on reste sur l'idée. Sujet avec trouble neurocognitif majeur, s'il n'y a pas de contre-indication ou de besoin de baisse de posologie liée aux coprescriptions, 50 mg. Pas de majoration progressive. Et du coup, un arrêt qui peut se faire tout de suite, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus besoin d'un arrêt progressif avec ce traitement. La seule chose qui va faire baisser la dose, c'est les coprescriptions.
on a le même constat quand on le prescrit chez la personne âgée pour les troubles de l'humeur sans troubles neurocognitifs. Effectivement, on débute aussi à 50. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'avais une question à Jean sur les recommandations sur la partie agitation. Il y a l'olanzapine, la quétiapine qui apparaît et pas la clozapine. La clozapine apparaît sur la crise comportementale, mais pas vraiment sur l'agitation. Il y a une raison particulière ou c'est juste la difficulté d'emploi sur la surveillance de l'hémogramme qui fait que ça apparaît pas directement sur la partie agitation? Ou peut-être que j'ai mal vu, c'est une possibilité. Oui, bah, c'est sûr que la clozapine, c'est compliqué à utiliser. Alors, ça va peut-être changer puisqu'il y a des travaux qui sont en cours dans ce domaine-là, mais c'est compliqué. Donc, sur l'indication agitation, on l'a pas retenu en grande partie à cause de ça. Et après, on n'avait pas non plus beaucoup de publications qui permettaient d'aller outre ce phénomène. Donc, c'est pas la même chose que dans la maladie à corps de Lewy où on a clairement un bénéfice sur la clozapine et beaucoup moins sur la quétiapine. C'est pour ça qu'on avait mis la quétiapine en première intention par rapport aux bénéfices risques et niveau de preuve qui était faible dans les deux cas, quoi. Voilà. Mais ça peut se discuter. C'est plus un avis d'expert qu'un avis ciblé sur des preuves. Ok, merci beaucoup. Alors, 2 dernières questions avant qu'on clôture. Il y avait une question sur les critères diagnostiques de la maladie à corps de Lewy, sur est-ce que l'intolérance aux antipsychotiques première génération fait partie des critères diagnostiques? Donc ça, c'est plus pour Frédéric. Ça, c'est une question pour moi. Alors, en fait, au départ, effectivement, c'était un critère de diagnostic, mais clairement, dans les critères de diagnostic internationaux, on a souhaité les enlever parce que l'idée, ce n'était pas de mettre tous les patients corps de Lévy sous neuroleptique pour voir s'ils avaient le critère de maladie à corps de Lévy. Néanmoins, ça reste un critère fort, c'est-à-dire si demain vous avez un patient âgé avec des troubles cognitifs qui s'aggravent nettement sous neuroleptique, posez-vous la question de la maladie à corps de Lévy. Voilà, mais ça n'est plus un critère international. Il vaut mieux aller vers le syndrome parkinsonien, les hallucinations, le trouble du comportement semi-paradoxal et les fluctuations, surtout, hein, j'insiste sur les somnolences et les siestes de plus de 2 heures, le regard fixe, des moments où les idées s'embrouillent. Tout ça, c'est des fluctuations et ça doit être reconnu. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont atteintes de maladies à corps de Lévy, je ne l'ai pas dit. Hein. On sait qu'il y a 1 million de patients atteints de maladie d'Alzheimer en France, il y en a 250 000 atteints de maladie à corps de Lévy. Donc, c'est des patients qui sont omniprésents et c'est des patients qui, ont souvent, j'insiste là-dessus, des symptômes psychocomportementaux. Donc, ils sont en psychiatrie, ils sont en gériatrie, ils sont en neurologie, ils sont dans tous les services des urgences et il faut être attentif à cela, c'est important. Merci beaucoup. Alors, on va être obligé de clôturer ce que l'heure passe. Donc, je tenais à vous remercier à tous les trois pour ces présentations très claires et très instructives. Je remercie tout le monde de s'être connecté pour ce webinaire et n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire de la FPPN qui est porté par la section médecine physique, médecine psychosomatique, douleurs physiques et souffrances psychiques, la double peine qui aura lieu jeudi 19 juin, donc jeudi prochain. Encore merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.